Espace TV. L'année vue par la rédaction. Confrontez les grandes lignes de l'actualité des 12 derniers mois. La rédaction d'Espace TV décrypte l'actualité de l'année écoulée à travers des prismes politiques, faits divers, société et autres. Le journal de l'an. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous vous souhaitons une excellente année 2022. Nous espérons que vous entamez cette nouvelle année avec beaucoup d'amour, beaucoup d'engagement et beaucoup de foi. Nous vous souhaitons surtout la bienvenue dans la suite de notre angle 365. Ce soir, nous amènerons au cœur de la formation, de l'entrepreneuriat, de l'agriculture et bien sûr des sports. Notre invité, Ousmane Gawal Diallo, revient en large sur les ambitions du gouvernement dont il porte la parole. Bonsoir et bienvenue. En 2021, malgré les multiples efforts de lutte, la pandémie à coronavirus sévit encore dans le monde. En Guinée, sur les 30 000 personnes testées positives, 16 910 ont été hospitalisées dans les 26 centres de traitement épidémiologique du pays. La résurgence du virus Ebola à Zéro-Corée et l'apparition de la fièvre Lassa à Guékédou n'ont pas ébranlé l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui a davantage renforcé la vigilance pour mieux répondre aux fronts. C'est un reportage d'Ali Badrakama. En Guinée, sur 30 800 personnes testées positives depuis le début de la pandémie, 16 970 ont été enregistrées au cours de l'année 2021 et 12 674 ont accepté de suivre le protocole sanitaire, ce qui a permis de sauver 12 396 patients. 81 décès en 2020 et 306 en 2021. Donc quand on regarde, on dira qu'au moins les 80% des décès sont survenus en 2021. Et cela est lié à l'explosion des cas du variant Delta qui était plus contagieux que les variants antérieurs qu'on a connus, mais aussi plus mortel que les derniers variants. Ce n'est qu'en mars 2021 que la Guinée a reçu les premières doses du vaccin chinois contre la Covid-19. L'ancien ministre de la Santé, en présence de l'Organisation mondiale de la santé, lance alors le plan de riposte à travers la campagne de vaccination. Que la première phase de cette opération va concerner les personnes vulnérables, notamment le personnel de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus. 10 mois après, plus d'1 million de candidats ont reçu les premières doses et plus de 971 000 les doses complètes, soit 27,5% de la population éligible touchée. Pendant ce temps, la fièvre hémorragique à virus Ebola et la fièvre Lassa sont détectées au sud de la Guinée. Février 2021, la Guinée achète sur fonds propres 20 000 doses de vaccins contre Ebola. Une vaccination couplée à celle contre la Covid qui va permettre au pays de contrôler progressivement les deux virus. En juin 2021, l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement guinéen déclarent la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola à Zéro-Corée, puis celle de la fièvre Lassa à Guékédou. Je suis heureux de déclarer solennellement au nom du chef de l'État la fin de la résistance de l'épidémie de la maladie du virus Ebola en Guinée. Juste après, le général Rémi Lama et le docteur Sakoba ont dû travailler pour contrer les nouveaux variants du coronavirus. Dans les centres de traitement épidémiologique du pays, les salles d'hospitalisation ne désemplissent pas. On a reçu 698 patients à la réanimation, soit 21,05% de taux d'admission à la réanimation. En une année, depuis le mois de janvier jusqu'à nos dates, nous avons reçu à peu près 3315 patients. Le pass vaccinal imposé et le regroupement des personnes réduites dans les milieux publics. La vaccination est intensifiée à travers le pays avec la réception progressive de plus de 2 millions de doses de vaccins avec l'initiative COVAX. D'ici fin d'année, on doit vacciner 30% de la population guinéenne. Donc, si Dubreka a 150 000 ou 300 000 habitants, on prend 30%. Si Koya a ça, on prend 30%. Le changement de régime coïncide avec la baisse de l'indice de positivité de 5% à 2%, ce qui conduit à la levée du couvre-feu.
Sur 6 centres de traitement de la capitale, 4 sont fermés. Les quelques patients sont transférés au centre de Bessia. À Nongo, les 200 agents sont compressés à 26 agents. On a un administrateur, un pharmacien, un logisticien et un chauffeur. Quelques semaines après la mise en place d'un gouvernement de transition, Dr Sagoba Keita mis à la retraite et son adjoint sont remplacés. La nouvelle équipe de la NSS ouvre des journées de vaccination accélérées sous la présidence du chef de l'État. J'exhorte tout un chacun à se faire vacciner pour arrêter cette pandémie en République de Guinée. Une nouvelle page de lutte contre la Covid-19 s'ouvre aux nouvelles autorités du pays. Dans le domaine de la santé, plusieurs activités ont été menées en vue d'un meilleur accès des populations aux soins. À la Caisse nationale de sécurité, par exemple, on peut noter l'équipement du centre de cathétérisme cardiaque qui a été doté d'appareils de dernière génération. Le syndicat national et l'ordre des pharmaciens, dans sa lutte contre les faux médicaments, a aussi posé des actes. Mariam Fodé Kamara, Boubacar Keke Bangoura, Yacouba Traoré pour le rappel. L'année 2021 a été riche en activités dans le cadre de la santé. Il s'agit entre autres de l'amélioration des conditions de soins des populations, la mise en place du centre de diagnostic, des salles de scanner, de radio et de mammographie. Le centre de diagnostic de la Caisse nationale de la sécurité sociale s'est doté d'un centre de cathétérisme cardiaque dans le but d'offrir des soins de qualité aux Guinéens. Sa mise en place a permis d'annuler 75 cas d'évacuation, tous traités avec succès en Guinée. Notre objectif, c'est d'aller plus loin. Et aller plus loin, c'est-à-dire voir qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, nous pouvons traiter une partie des cardiopathes, mais le reste, il faut la chirurgie. Donc nous sommes en train de voir qu'est-ce qui va nous amener à faire une salle de chirurgie cardiaque. Et sans cette salle de chirurgie cardiaque, nous n'allons pas atteindre nos objectifs à 1000%. Les défis sont énormes et la priorité, c'est la finition de l'hôpital des travailleurs et la mise en place d'une salle de chirurgie cardiaque. Pour protéger les populations, le syndicat national des pharmaciens et de l'ordre des pharmaciens se sont donné les mains pour lutter contre le trafic de faux médicaments. Dans cette lutte, des acquis ont été enregistrés. Sur 105 sociétés grossistes, 10 ont été retenues et agréées. Il y a eu une première abrogation de 45 sociétés grossistes. Ensuite, le mois de mars dernier, il y a eu une deuxième abrogation de 40 sociétés, ce qui fait qu'à l'heure où nous sommes, nous avons en liste actuellement que 10 sociétés grossistes. Bon, mais ce n'est pas tout. Ces 10 sociétés également vont être réévaluées pour que nous soyons dans les standards de l'OMS. L'Institut national de recherche est resté au centre de la riposte contre la pandémie à Covid-19. À travers ses acquis, la Guinée a réussi le diagnostic de tous les échantillons des premiers cas de coronavirus. C'est à travers les acquis de cet institut que nous n'avons pas eu besoin d'envoyer d'échantillons pour quelque motif que ce soit à l'étranger pour diagnostiquer les premiers cas et également au pays de faire face à la demande sociale, à la demande de tests pour l'ensemble de la population. Nous faisons également depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, la surveillance de l'ensemble des virus grippaux. Pendant ce temps, la pharmacie centrale de Guinée s'est illustrée dans l'approvisionnement des hôpitaux et centres de santé à travers le pays en médicaments. Les travaux de réhabilitation et d'extension de l'hôpital Donka avancent à la satisfaction des autorités. L'Institut national de recherche s'apprête à déménager à son nouveau siège offert par le Japon. L'Agence nationale de sécurité sanitaire reste à l'avant-garde de la lutte contre la pandémie Covid-19. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, désormais ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, le bilan reste mitigé pour les autorités du département. Cela fait suite au changement qui a eu lieu à la tête du ministère suite au coup d'État. Néanmoins, des dispositions ont été prises pour la bonne marche du système éducatif guinéen. Il s'agit entre autres des nouvelles filières du lycée, mais aussi des mesures contre le faible taux de réussite aux examens. Vous vous rappelez sans doute des fraudes enregistrées pendant ces examens. Aminata Massiré Bangoura nous en dit plus.
Au ministère de l'enseignement préuniversitaire, l'année 2021 a été marquée par de nombreux changements, parmi lesquels figure la diversification des filières au lycée. À la place des 3 options traditionnelles, sciences sociales, sciences expérimentales et mathématiques, les nouveaux lycéens ont été orientés dans des séries littéraires et scientifiques. Des cours ont été cumulés comme la géographie et l'histoire ou encore la chimie et la physique. Premièrement, c'est offrir aux élèves des prérequis solides pour leur spécialisation à l'enseignement supérieur ou dans l'enseignement professionnel et technique. C'est des prérequis qu'ils vont avoir. Ils vont avoir une base solide et cette base solide va leur permettre d'aborder les programmes du supérieur. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, comme chaque année d'ailleurs, a organisé les examens nationaux session 2021. Le baccalauréat unique a réalisé un taux de réussite de 25,36%, toutes séries confondues. Le brevet d'études du premier cycle, 35,8%. Et le certificat d'études élémentaires, 62,8%. Des chiffres qui démontrent le faible niveau des apprenants. Le département de tutelle en est bien conscient. Ces examens ont été entachés de fraude et toutes sortes de magouilles. Il compte par ailleurs sur le soutien de tous les enseignants pour rehausser le niveau des élèves guinéens. Vous faites l'examen, vous voulez tout de suite les résultats, mais certains élèves vont payer, le citoyen lambda va payer le pot cassé de l'empressement. Donc voilà pourquoi nous allons prendre notre temps pour tout faire, pour qu'on organise des examens fiables, de très bons examens, pour qu'on évite de faire du tort à certains élèves. En attendant des dispositions réelles, il faut rappeler que les défis pour l'heure sont nombreux, notamment le déficit d'établissements et d'enseignants dans les zones rurales. Des maisons sont parfois transformées en écoles, déplorent les autorités éducatives. Ça fait partie aussi de nos priorités. Comment aider ce pauvre qui est là-bas à envoyer son enfant très tôt à l'école? À ces défis s'ajoute la gestion durable des crises récurrentes liées aux conditions de vie et de travail précaires des enseignants, la révision et l'adaptation des programmes d'enseignement, la formation des formateurs sur les pédagogies actives, la lutte contre la corruption, le faible niveau des élèves, le manque d'infrastructures, mais aussi le faible taux d'admission des candidats aux examens nationaux. On reste avec l'école guinéenne et cette fois on s'intéresse plus précisément aux effectifs. Le constat est là, il y a des effectifs excessifs dans les écoles publiques. Si l'on peut se réjouir du taux élevé de scolarisation, l'effectif des filles, lui par exemple, baisse considérablement au début des études secondaires. Les causes sont entre autres les mariages précoces, les travaux ménagers, le manque de soutien et ce phénomène n'épargne pas l'enseignement technique. Une faiblesse parmi tant d'autres car le taux de réussite dans des écoles techniques et professionnelles est de 56,96% sur toute l'étendue du territoire national. Djennet Demba Coulibaly fait le constat. Voici donc son élément. Comme chaque année, 2021 a été aussi marquée par une pléthore d'élèves dans les établissements scolaires, surtout dans le public. Elle est caractérisée par des classes très chargées. L'on constate parfois jusqu'à 100 élèves par classe. Selon les statistiques de l'UNESCO en 2014, le taux brut de scolarisation était de 91,26% au primaire, 82% au secondaire, au collège et au lycée et 10,85% à l'université. L'État guinéen a su améliorer d'un point de vue qualitatif son offre scolaire. Et donc, 75% de sa population est illettrée. En Guinée forestière, par exemple, seuls 55% des enfants étaient scolarisés en 2011. Parmi eux, 9% ont achevé le cycle du primaire. Si au préscolaire et à l'école primaire, les effectifs des filles et des garçons sont similaires, le nombre de filles diminue à l'arrivée au collège et encore plus à l'entrée au lycée. Cela s'explique notamment par le manque de soutien et le découragement face aux études plus dures, mais aussi par les mariages et grossesses précoces. Même constat dans les écoles techniques. Cette année, le taux de réussite à l'accès aux écoles techniques et professionnelles est de 56,96%. Un résultat que déplore le conseiller pédagogique chargé des études au service du développement des programmes,
au ministère de l'Enseignement technique. Les statistiques pour l'accès dans les écoles professionnelles ne sont pas satisfaisantes. Cela est dû non seulement à la capacité de réception des apprenants dans nos différentes écoles. Il faudrait que, comme heureusement notre ministre commence à se battre, il faudrait qu'on se batte pour qu'on ait les locaux vraiment performants pour avoir un nombre important d'apprenants dans nos centres. À noter que le phénomène de non-scolarisation et déscolarisation touche davantage les filles, les enfants ruraux, les enfants issus des familles les plus pauvres et ceux des régions de Farana, Kankan et Labi. Le risque de n'avoir jamais été scolarisé est relativement plus élevé chez les filles que chez les garçons. Par rapport au milieu, la population rurale concentre une forte proportion de la population jeune n'ayant jamais été scolarisée, avec 53% d'enfants âgés de 5 à 16 ans vivant en milieu rural n'ayant jamais été scolarisés, contre 18% en milieu urbain. En 2021, plus de 21 000 étudiants ont été formés dans les établissements d'enseignement professionnel et technique du pays. Malgré cette pléthore, très peu de jeunes ont réussi à décrocher leur premier emploi. L'État, quant à lui, n'a eu au cours de cette année 2021 organisé aucun concours d'accès à la fonction publique. En fait, ce qui aurait augmenté les migrations des jeunes vers le secteur privé. Le condensé de la formation et de l'emploi des jeunes courant 2021, c'est avec André Mossier-Milimouni. Ce sont exactement 21 608 étudiants, dont 12 492 filles, qui ont été formés en 2021 dans les établissements d'enseignement professionnel et technique à travers le pays. Comparativement à l'année précédente, le taux de formation dans le pays a sensiblement augmenté. Les administrateurs d'instituts professionnels se sont réjouis de cette montée en flèche et invitent les jeunes à davantage aller vers la formation technique pourvoyeur d'emploi. Nous recevons ici beaucoup de gens qui ont fini l'université, qui ont la licence, qui ont le master, qui ont leur master ou leur maîtrise. Mais ils viennent, ils font la compétition, ils arrivent à s'en sortir parce que ici, lorsque tu as une bonne formation, tu es condamné à ne pas chômer. Sur des milliers de jeunes sortant de ces instituts, très peu sont parvenus à décrocher leur premier emploi. Du côté de la fonction publique, 2021 n'a pas été une année de recrutement. Malgré un besoin de 1200 agents au compte du ministère de l'élevage et 2000 au compte de la sécurité, les concours n'ont pu se tenir cette année. Le 25 octobre 2021, un nouvel homme est nommé au ministère de la fonction publique. Il entame aussitôt ses réformes. Le 24 novembre 2021, 6300 fonctionnaires sont mis à la retraite, ce qui favoriserait l'engagement de plusieurs jeunes selon les nouvelles autorités. Cependant, le secteur privé a courant 2021 recruté des milliers de jeunes diplômés. Pour multiplier beaucoup plus d'emplois et augmenter le taux de recrutement les années à venir, les entrepreneurs souhaitent plus d'accompagnement de l'État. Dès que les entrepreneurs sont bien accompagnés, vous verrez tout de suite qu'il y aura un boom économique dans notre pays. Mais ils auraient toutes les bonnes volontés du monde entier. Ils peuvent dégager, s'ils veulent, aujourd'hui 30 000 postes à la fonction publique, 30 000 places à la fonction publique, sauf que ça ne va rien résoudre dans le problème. La seule chose aujourd'hui qui faille dans notre pays, c'est mettre en place un mécanisme très puissant pour accompagner les entrepreneurs. Les nouvelles autorités guinéennes ont rassuré poursuivre les réformes au niveau de la fonction publique afin de permettre l'intégration des jeunes. L'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation des femmes reviennent souvent dans les discours officiels, mais il n'y a pas eu suffisamment d'efforts pour leur concrétisation sur le terrain. La pandémie de Covid-19 aidant, beaucoup d'entreprises ont vacillé et le nombre de chômeurs monte crescendo. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba. L'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes et femmes, l'une des priorités des dirigeants en ce 21e siècle. En 2021, les entrepreneurs guinéens n'ont pas coulé une année tranquille à cause de la pandémie de Covid-19. À l'image de Tenkiso Sarl, une entreprise à caractère social qui intervient dans l'hygiène sanitaire et environnementale. Cette année, disons, on a eu à désinfecter au moins pour des cas de Covid à domicile ou des sites, que ce soit des entreprises ou autres. Nous sommes dans les 1000 et quelques, 1200 et quelques sites qui ont été désinfectés, dont plus de 60% ont été faits gratuitement, parce que nous sommes une structure, une entreprise sociale. Il y a aussi, disons, des marchés qui ont été désinfectés.
En ce qui concerne la lutte contre les cafards, les punaises et la dératisation, 1 millier de foyers a été touché à travers le pays. 130 jeunes formés dans divers domaines par cette entreprise qui compte 60 emplois directs. Cette année, on a beaucoup plus travaillé pour maintenir les salaires. Vous savez, quand vous prenez l'année 2020, avec aussi l'avènement des élections en Guinée, ça a plombé pratiquement le service étatique. Donc depuis presque une année, on tournait un peu en rond. Des efforts ont été fournis pour encourager l'entrepreneuriat, mais beaucoup reste à faire pour atteindre la vitesse de croisière. En attendant, le nombre de demandeurs d'emploi monte crescendo. 9 883, dont 7 679 à Conakry, selon l'agence guinéenne de la promotion de l'emploi en 2020. À en croire les résultats de l'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel réalisée en 2019 par l'Institut national de la statistique et l'AGIP, le taux de chômage en Guinée est de 4,8%. La zone spéciale de Conakry est la plus touchée avec 14,1%. La région administrative de Farana est la moins affectée avec 0,7%. La tranche d'âge la plus touchée est celle de 25 à 29 ans. Selon des chiffres fournis par la Caisse nationale de la sécurité sociale, le nombre d'emplois créés dans le secteur privé est de 11 201 en 2020 contre 12 839 en 2019. Les handicapés sont une composante de la société, mais ils sont pour le plus souvent laissés pour compte. Les nombreux plaidoyers des ONG qui militent pour leur cause peinent encore à faire bouger les lignes. Ces organisations conviennent depuis toujours qu'il faut une politique forte et par-delà tout, la reconnaissance et le respect de leurs droits. C'est un combat de tous les jours, argumente-t-elle. C'est un décryptage de Marissa Kamara et d'Aboubacar Keke Kamara. Voici l'une des images qui a marqué cette année 2021. Le président de la transition se lève en plein discours pour écouter cette dame infirme. Elle trouve ce acte noble après avoir attiré l'attention du colonel Mamadi Doumbouya sur les difficultés qu'elle traverse au quotidien. C'est un sentiment d'espoir parce que pour moi, le fait qu'il s'est déplacé, venir jusqu'à mon niveau, le signe qu'il avait fait, ça montrait que le message est passé. Elle n'est pas la seule. Ibrahima Diallo est aveugle depuis 16 ans. Des difficultés, il en rencontre aussi. La prise du pouvoir par le CNRD est une lueur d'espoir pour ces personnes vulnérables. Que Dieu donne une longue vie au colonel Mamadi Doumbouya. Nous sommes installés ici et nous sommes très contents depuis qu'il a pris le pouvoir. Aucun militaire ne nous a insultés, aucun militaire ne nous a tabassés ici ou chassés. Cette attitude prouve énormément de choses. Nous avons espoir qu'il pourra nous aider. L'État garantit la formation aux malvoyants, mais ils ne peuvent fréquenter qu'un seul établissement ici à Conakry. Des jeunes apprenants comme Moussa apprennent dans une école pour tous. Ils réussissent leur concours. Je suis né avec, qui est naturel. Mes parents eux-mêmes, franchement, ils avaient la volonté de me mettre à l'école, mais vu mon état, ils m'ont dit quand on te met à l'école, comment tu vas écrire? L'organisation de secours aux handicapés de Guinée dit avoir permis à 50 personnes à mobilité réduite d'être formées. 20 d'entre eux sont autonomisés. La présidente compte relancer l'initiative en 2022 pour le bien-être des personnes vulnérables. En attendant, 3 projets sont réalisés en faveur de cette couche courant 2021. Pour ces personnes vulnérables, il y a eu le projet d'autonomisation, il y a eu le projet de scolarisation, il y a eu le projet de plaidoyer sur l'accessibilité de personnes handicapées. Aïcha Gallo, mère de 3 enfants, a aussi perdu la vue. Les factures d'eau, d'électricité sont à sa charge. Elle peine à scolariser ses enfants. Il faut passer la journée pour chercher de l'argent pour qu'ils mangent. Nos enfants ne peuvent pas être scolarisés parce qu'on n'a pas de moyens. De l'habitation à l'alimentation, les personnes vulnérables sont exposées à tout. 80% de personnes handicapées des membres inférieurs sont issues de l'exode rural et sont réduites à la mendicité.
Comment adapter la production aux habitudes de consommation? Le secteur agricole attire de plus en plus de jeunes et l'entrepreneuriat se développe dans les zones rurales. Ce n'est pas encore comme nous l'ambitionnons tous, ceux qui veulent s'aventurer n'ayant pas suffisamment de moyens pour exploiter d'importants domaines. Les rendements par zone agricole, suivant le commentaire de Mohamed Valek-Touré. Dans les villes de Guinée, le riz local ou importé constitue la base quotidienne de la ration alimentaire. La consommation des autres produits de base fonio, maïs et manioc est presque limitée. En Haute-Guinée, par exemple, une plus grande diversification de l'alimentation est observée par rapport aux autres régions avec une consommation du maïs et du manioc. En 2021, conscient de l'ampleur de la perte des agriculteurs, Alpha Condé avait demandé à son gouvernement d'accompagner les producteurs qui ont subi des pertes. Beaucoup de productions sont perdues faute de transformation. À Kindia, ville réputée pour ses fruits et légumes, les agriculteurs ont tenté de s'organiser pour moins subir la perte. En plus du manque d'unités appropriées pour la transformation, les planteurs de Kindia évoquent aussi la mauvaise organisation de la commercialisation. Les rendements obtenus sont variables suivant que le maïs est associé aux légumes et au riz 600 à 800 kg ou en culture pure intensifié 1500 à 2000 kg. En cette même année, le PDG AIG, avec l'appui financier de la Banque mondiale, a mené une campagne de soutien aux producteurs dans les 10 préfectures que couvre ce projet à travers la mobilisation et la fourniture de semences améliorées de riz et de maïs aux petits producteurs cibles. Les données du département américain de l'agriculture notent une progression imputable principalement au redon de la production de riz en Guinée et au Mali. Dans ces deux pays, les superficies ensemencées ont reculé en 2020 et 2021 en raison des restrictions de mouvement, la fermeture des frontières en Guinée et les inondations au Mali qui ont réduit les rendements. Le gouvernement déchu entendait utiliser l'agriculture comme catalyseur de la croissance économique et de la lutte contre la pauvreté rurale. Sa stratégie de promotion des exportations a identifié des produits à fort potentiel, dont la mangue et les noix de cajou. Une stratégie qui devrait aider la Guinée à répondre à ses nombreux besoins en matière de chaîne de valeur, y compris la réduction des pertes d'après-récolte, l'emballage, le respect des normes internationales. La Guinée, qui dispose d'innombrables ressources en eau, mais une partie de sa population peine à étancher sa soif. La pénurie d'eau que connaît le pays est séculaire. Le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest reste toujours frappé par la pénurie d'eau depuis plusieurs années. Pourquoi ce déficit en eau potable? Quelle est la production de la Société des eaux de Guinée? Quel est le bilan, le projet de la SEG et du Service national d'aménagement des points d'eau? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans cet élément de Djenab Bangoura et d'Abdoulaye Kamara. L'accès à l'eau potable en Guinée dans certaines localités est un véritable casse-tête. Pourtant, le pays possède l'un des plus grands réservoirs d'eau souterraine et d'eau de surface en Afrique, selon les hydrographes. À Dixine, comme dans plusieurs quartiers, les robinets n'existent que de nom. C'est à travers des forages que des citoyens remplissent leurs bidons malgré le mauvais emplacement de certains. Et d'autres font recours aux puits. On puise une eau qui n'est pas potable avec de la saleté. Vous voyez, on vient dans les fossés. Imaginez prendre ton seau, venir mettre dans un fossé. Tu puises ça, tu ne sais même pas qu'est-ce qui se trouve dedans. Nous n'avons pas d'eau. Nous souffrons beaucoup. Nous payons les bidons à 1000 et 1500 francs guinéens par jour. Mes locataires, eux, payent 20 000 à 30 000 par jour pour avoir de l'eau potable. À cela s'ajoutent les frais de loyer. J'ai même honte parfois de leur demander de payer les frais de la location. Au maximum, 120 000 mètres cubes d'eau sont destinés à la population et 40 000 mètres cubes aux industries et autres dans la capitale. Notre production actuelle est très faible par rapport à notre demande. La Société des eaux de Guinée dit n'avoir aucune subvention de l'État. Son tarif est bloqué depuis 1994 selon son directeur.
Le manque d'eau à Conakry et les besoins globaux en matière d'investissement sont quelques raisons évoquées. Pour combler ce déficit, cet établissement a besoin d'investissements urgents et massifs dans le secteur, martèle Mamadou Yulde Diallo. Ça fait plus de 20 ans qu'on est en train de se débattre pour pouvoir trouver les moyens nécessaires pour régler ce problème. Autant la population augmente, autant les équipements se dégradent, autant les besoins sont là. Le service national d'aménagement des points d'eau depuis sa création en 1980 est à environ 18 363 ouvrages de distribution. 15 000 forages, 271 systèmes d'adduction d'eau potable, reliant environ 723 bornes fontaines et 2105 autres ouvrages. Maintenant, par rapport à la réalisation moyenne annuelle, nous sommes aujourd'hui à 300 à 400 ouvrages réalisés par an. Ces services chargés d'approvisionner la population en eau potable connaissent d'énormes difficultés, ont signalé les responsables. Les programmes qui devraient aider à résoudre la crise dans le secteur ne connaissent pas encore de véritables résultats. Et si le régime Condé a connu son épilogue le 5 septembre dernier, il y a tout de même lieu de reconnaître que de nombreux efforts ont été faits dans le domaine énergétique avec plus de 2 milliards de dollars investis en 8 ans. Sur le terrain, Conakry et ses environs connaissent une avancée avec le courant presque 24 heures sur 24, mais accompagné le plus souvent d'incendies d'origine électrique. À l'intérieur du pays, le délestage persiste avec seulement 6 heures de courant par jour dans les villes qui en ont vraiment. Altieni Bari, Abdoulaye Kamara, Salifou Lifo Sissé et Alpha Omar Koïta pour le reportage. C'est sûrement l'un des secteurs qui a reçu le plus d'investissements, l'énergie. Quand l'État a coûté 446 millions de dollars avec la réinstallation des populations, les routes d'accès, entre autres. Le projet de Soapeti en cours est évalué à plus d'1,6 milliard de dollars, ce qui peut faire 2 milliards de dollars en 8 ans dépensés dans l'électricité. À Conakry, il y a tout de même une nette amélioration de la desserte dans les ménages, allant parfois jusqu'à 24 heures sur 24. Dans notre secteur à Bambeto, ici, il y a le courant ici à 24 heures sur 24 heures. Et sur programme, il y a l'électricité pas 100%. La journée, il y a des perturbations, il y a des coupures. Cependant, l'éclairage public pose question. Les poteaux électriques vétustes, mal entretenus. Ceux qui marchent sur l'autoroute se comptent du bout du doigt. Sur l'axe Hamdallah et Kabeling, les manifestations ont consumé tous les lampadaires sur leur passage. S'il faut manifester, il se manifeste contre les armées, pas contre ce que le président de la République guinéenne a fait pour les Guinéens. Si nous sommes contre lui, ce n'est pas de gâter ce qu'il a fait, c'est nous-mêmes qui allons voir les conséquences. À l'intérieur du pays, c'est le pire. Boké est la région qui enregistre le plus de manifestations. Kamsar Sangaredi ne baisse pas les bras, allant jusqu'à empêcher la circulation. Pas besoin de dire que l'éclairage public est quasi inexistant, car les bandits ont même volé les batteries. Au moment où ça fonctionnait, ça avait une grande importance. Parce qu'il y avait certains élèves, par le manque de courant électrique à Boké, certains venaient réviser sous ces lampadaires. De Boké, nous nous rendons à Kankan. Ici, les ménages sont éclairés de 19h à 2h du matin. Les lampadaires sont aussi mal entretenus. On n'est pas du tout satisfait. Au minimum, si on avait 12 heures au minimum, là c'était compréhensif. Mais 6 heures du temps d'exploitation, c'est vraiment insuffisant pour la population. À ces perturbations s'ajoutent les incendies d'origine électrique enregistrés dans les ménages. Ce constat n'est qu'une infime partie des réalités de notre pays. La raison pour laquelle on fait des délestages, c'est parce que les postes de là-bas, ils sont absolument surchargés et que le soir, on ne peut pas distribuer de l'énergie parce que les postes ne peuvent pas soutenir la charge. Soit dit en passant, la charge de Conakry a augmenté de 78% de 2017 jusqu'à aujourd'hui. Pour le moment, l'intérieur du pays ne semble pas être la priorité du gouvernement et le ministre de l'Énergie envisage l'augmentation du prix du courant.
Un tout autre sujet, le sport, l'actualité sportive qui a été marquée cette année par la crise au sein de la Fédération guinéenne de football. Crise qui a abouti finalement à la mise en place du comité de normalisation. Les championnats nationaux, en dépit de cette crise associée à la veille de la Covid-19, ont bien pu se jouer. Mohamed Sissé pour le reportage. L'actualité du football guinéen a été marquée au cours de l'année écoulée par la participation de la Guinée au championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Le Sili national local a raflé la médaille de bronze, synonyme de la 3e place à l'issue de cette compétition, réservée aux joueurs évoluant sur le continent. Pour des raisons sanitaires, les championnats des Ligue 1 et Ligue 2 ont connu un arrêt brusque, après une suspension à cause de la participation de la Guinée au CHAN. Mais au finish, c'est le Horoya AC qui a été sacré champion pour la 7e fois de suite. Le champion de Guinée sortant a été accompagné par 3 autres clubs lors de la campagne africaine. Le club industriel de Kamsar, le Wakria AC et la SAC de Sigirine se sont tous fait éliminer d'entrée. Le Horoya est donc le seul et l'unique représentant guinéen dans cette compétition après avoir réussi à intégrer les phases de groupe. Le Hafia FC n'a cependant pas réussi à atteindre son objectif en se qualifiant pour la campagne africaine. L'autre fait marquant de la saison fut le décès tragique du jeune milieu de terrain du Hafia FC, Mohamed Latish Kamara, qui s'est écroulé lors d'une séance d'entraînement en plein mois de Ramadan avec son club. Le congrès électif de la Fegifoot aura aussi été cet événement qui a suscité d'énormes réactions dans le monde du football guinéen. Après que le mandat de Mamadou Antonio Soare est venu à échéance, Kerifala Kamara KPC a annoncé sa candidature pour briguer la présidence de la Fegifoot. Cette candidature de l'homme d'affaires guinéen a généré de grosses empoignades entre les partisans des deux camps. Ils finiront en effet à conjuguer le même verbe à l'issue d'une longue bataille médiatique. Fort malheureusement, ce congrès électif n'aura pas lieu jusqu'à la mise en place d'un comité de normalisation. Le 24 mars, la Guinée validait son ticket pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en terre camerounaise. Cette qualification a été acquise grâce à un but décisif signé par Seydouba Souma-Konkole. Rien n'aura réussi à l'équipe guinéenne tout au long des éliminatoires du Mondial Qatar. Mohamed Bayo et ses compatriotes verront leur rêve de gosse s'envoler. La Guinée a malheureusement terminé 3e de son groupe, derrière la Guinée-Bissau. Cette contre-performance n'a pas plaidé en faveur du technicien français Didier Six. Pour insuffisance de résultats, l'équipe sortante de la Fegifoot a annoncé avoir résilié le contrat de Six de commun accord. Le reste des démarches de résiliation du contrat du français a été bouclé par le comité de normalisation. Didier Six finira par rendre le tablier au profit de Kaba Diawara. Et à l'instar du football qui traditionnellement retient le plus d'attention du public, des disciplines comme le judo, le karaté, le sambo ou encore la boxe ont fait parler d'elle en 2021. Sportivement, l'année n'a pas été blanche pour la Guinée. Bien au contraire, d'ailleurs, les athlètes de ces différentes associations sportives ont pris part à des compétitions en dehors des frontières guinéennes et ont remporté des médailles pour le pays. Alceni Baldi. La capitale camerounaise et sénégalaise ont abrité au mois de novembre dernier une compétition de judo dénommée l'Open Judo 2021. 6 judokas guinéens, dont 2 dames, ont défendu le tricolore avec honneur et fierté. À l'arrivée, Monique Guilavogui, dans la catégorie des 78 kg, a arraché la médaille d'or à Yaoundé et la médaille d'argent à Dakar. Quant à Alassane Diallo, dans la catégorie des 66 kg, et Ablaye Milimono, dans la catégorie des 90 kg, ont remporté chacun une médaille de bronze à Yaoundé. Les karatékas guinéens se sont illustrés, eux, dans la catégorie junior et senior lors des championnats d'Afrique de la discipline qui s'est disputée en Égypte au début du mois de décembre. Sur les 9 karatékas présentés par la Guinée, 3 ont raflé des médailles, dont une en argent et 2 en bronze. Une première pour l'équipe nationale de karaté. Avant le biennale du karaté africain qui s'est tenu au pays des pharaons, la Guinée avait abrité les championnats d'Afrique de la zone 2 au mois
mois d'avril dernier. Compétition dans laquelle le Sili Karaté a remporté 39 médailles, dont 16 en or. Autre discipline qui a fait parler d'elle en cette année 2021, c'est bien la Fédération guinéenne de Sambo qui a pris part au championnat d'Afrique de la discipline en Égypte au mois de juillet dernier. Les deux athlètes qui ont représenté le pays ont réussi à glaner 2 médailles de bronze à l'issue de la compétition. Participer ou pas, le gouvernement guinéen avait pour un premier temps annoncé l'annulation de la participation de la Guinée aux Jeux Olympiques pour cause de Covid-19 et du manque de moyens financiers. Après plusieurs dénonciations dans la presse, l'exécutif guinéen est revenu sur sa décision et a fait voyager enfin les sportifs dans la plus grande compétition sportive du monde. Le pays du Sili s'est fait donc représenter à Tokyo au mois d'août dernier par 5 athlètes. Aucun de ces sportifs n'a malheureusement pu passer le premier tour, sauf Fatmata Yari Camara qui a été repêché puis éliminé. Aïssatoudine Camara, elle n'a pas pu participer à la compétition en raison du retard accusé par la délégation guinéenne. Par ailleurs, le SLAC hisse haut le basketball guinéen sur l'échiquier du continent africain. Les Guinéens se sont qualifiés pour la phase finale de la 2e édition de la Ligue africaine de basketball. Le champion du Guinée en titre s'impose 81 contre 79 devant l'Ice Police du Mali. Le SLAC sera au grand rendez-vous de la Ligue africaine de basketball qui se tiendra du 5 mars au 19 avril 2022 à Dakar Arena au Sénégal pour les rencontres de la phase de groupe au niveau de la division ouest de FIBA Afrique. Enfin, un ouf de soulagement pour Mamoudou Keïta qui rafle en ce mois de décembre le titre intercontinental ISCA K1 de boxe. Le Guinéen était opposé au Belge Younes Ben Malek. Le boxeur guinéen remporte le combat par KO. Notre invité, c'est Ousmane Gawal Diallo. Je vous le disais dans les titres, Ousmane Gawal Diallo, c'est le ministre porte-parole du gouvernement. Il aborde dans ce rendez-vous annuel les chantiers de la transition et les actions immédiates à mener en 2022. Il répond aux questions de Tamba Zakari Milimono.